La présidence de Patrice Talon au Bénin suscite de nombreux débats. Autoritaire pour certains, ferme pour d'autres. Le Bénin sous haute tension, on en parle aujourd'hui sur le plateau de Vox Live, votre émission, entourée de deux invités. J'ai l'honneur d'accueillir ici Jules Domché. Bienvenue à vous. Vous êtes chroniqueur de cette émission. Chroniqueur partiel. Partiel, oui. Chroniqueur quand j'ai du temps. Exactement. Donc, comme vous voyagez énormément et vous faites énormément de choses, mais on a la chance en tout cas de vous avoir aujourd'hui sur Vox Live. On continue avec notre deuxième invité. Nous avons Émeric Tohénion. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, mesdames et messieurs, prenez place, nous allons parler du Bénin, autoritarisme et fermeté. Quelle voix pour Patrice Talon? Voilà le sujet du jour. N'hésitez pas à aller tout de suite sur les réseaux sociaux si vous avez des informations à donner ou si vous souhaitez commenter cette actualité. Allez, on poursuit. Alors moi, je vais commencer tout de suite par une question qui est très claire, à savoir le bilan. 8 ans au pouvoir, quel est le bilan que nous pouvons faire de Patrice Talon? Alors, Patrice Talon est arrivé au pouvoir en 2016. En ce moment, on va dire l'économie du Bénin se portait quand même bien pas mal. On avait une croissance économique autour de 5,8. Aujourd'hui, nous avoisinons les, 6,3%, sinon 4%. On a, sur le plan économique, des points positifs. Sur le plan infrastructurel, beaucoup de routes ont été construites. C'est vrai que le Bénin est en chantier, ça on le dit, on le redit. Le Bénin est en chantier, tout le monde le dit, ceux qui visitent le Bénin l'affirment. Mais le point négatif, c'est au niveau des libertés qui forcément n'est pas respecté. Si on prend les médias, avant que Patrice Talon n'arrive, on a constaté sur la chaîne nationale, c'était en quelque sorte la chaîne du gouvernement et pas forcément la chaîne du peuple. Il avait dit « Je ferai en sorte de ne pas répéter les mêmes choses, mais ce qu'on voit aujourd'hui est en réalité pire que ce qu'on avait observé avant son arrivée. » Mais de manière globale, on peut quand même féliciter l'homme pour des pas posés. D'accord, très bien. Je vous pose la même question, Jules Domché. Comment vous voyez le bilan de Patrice Talon? Enfin, le bilan, comme l'a relevé Émeric, peut être pris de plusieurs manières. Il y a, j'ai envie de dire, les fans des infrastructures qui vont trouver que sur ce point-là, il y a des choses qui ont été faites. C'est la vérité, quoi qu'il en soit. Non, on ne peut pas le nier. Moi, j'ai été au Bénin avant, j'ai été au Bénin sous Talon. J'ai ressenti aussi qu'à ce niveau-là, il y avait des efforts qui étaient faits. Ça, c'est quelque chose de totalement indéniable. On parle de la croissance aussi et tout. Je me méfie toujours des chiffres de la croissance parce que la croissance n'aura de sens que quand elle s'arrimera avec le réel pouvoir d'achat. Parce que malheureusement, vous pouvez avoir un taux de croissance flatteur parce que vous êtes justement dans une logique infrastructurelle, mais en réalité, le peuple ne ressent pas ça véritablement. Donc, le panier de la ménagère ne ressent pas forcément les retombées de cette croissance-là. Mais s'il y a quelque chose qui retient l'attention des Africains, puisque nous sommes sur une chaîne panafricaine, c'est justement le recul du Bénin en matière notamment de liberté. C'est une véritable catastrophe et sur ce point, je pense que c'est difficile de dire le contraire. Vous savez, avant que Patrice Talon n'arrive au Bénin, on se plaignait déjà de la gouvernance de Yahi Boni, de ses dérives et tout, et notamment de la tentative à la dernière minute d'avoir voulu imposer Lionel Zinsou. Et Patrice Talon, pour beaucoup d'Africains, représentait une sorte de fraîcheur. Un nouveau président, un grand homme d'affaires issu aussi, justement du monde des affaires, du business. Malheureusement, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte que une fois arrivé au pouvoir, c'est la dérive. Il s'est évertué à mettre hors d'état de nuire ses alliés d'hier, notamment Sébastien Adjavon, qui est aujourd'hui en exil, qui est celui qui a contribué à le faire roi. On s'est rendu compte que il avait promis, sans que personne ne lui oblige, de faire un mandat. Il est à son deuxième mandat. Avant les élections législatives, on a vu des manifestations, du sang a coulé. Et on ne peut pas ne pas mentionner cela comme quelque chose
totalement néfaste par rapport à son bilan. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus sur la scène internationale au niveau notamment de la CEDEAO. Il s'est montré, j'ai pas envie de dire d'une incompétence, mais c'est tout comme. D'accord. Et à un moment donné, je crois qu'il s'est retrouvé un peu obligé sur certains dossiers de ravaler son chapeau. Donc j'ai envie de dire c'était un bilan, je dirais pas mitigé, parce que mitigé voudrait dire qu'il y a une forme d'équilibre, mais c'est une réelle déception de manière générale. Et pour le coup, je reviens vers vous. Non, Comment moi, vous réagissez face aux propos de Jules Domché? Alors, pour moi, il ne s'agit pas d'un bilan décevant. D'accord. Il y a eu des progrès, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et beaucoup de choses positives, hein? Beaucoup de choses positives qui ont été réalisées. Moi, je n'utiliserai pas les mêmes thèmes que Jules, parce que étant moi-même béninois, ayant vécu sous plusieurs gouvernements, beaucoup de Béninois vous le diront, en 8 ans, Patrice Talon a fait des choses que des gouvernements n'ont pas pu faire en 20 ans. Et sur ça, tout le monde est d'accord. Quand on parle de la croissance... Quand on parle, par exemple, de la CEDEAO, je vais parler de la CEDEAO d'abord. La position de Patrice Talon, quand il y a eu les coups d'État... Mali, Burkina Faso, Niger, c'était la position de plusieurs chefs d'État africains qu'il a épousé. Il s'est mis un peu en avant parce qu'il y avait un leadership qu'il devrait affirmer aussi. Et qu'il regrette, on dans a la l'impression. Sous-région. Peut-être. Il a vu la situation et il s'est ravisé. Il a vu en bon stratège que là où on est en train d'aller, on risque de diviser en quelque sorte la sous-région. Et c'est lui qui a milité pour que les sanctions soient levées. C'est Patrice Talon qui a milité. Non, vous êtes très gentil. Non. On peut pas l'admettre. Qu'il ait ravalé, qu'il ait ravalé son chapeau, c'est tout à son honneur. Qu'il s'est rendu compte de son erreur, c'est tout à son honneur. Mais de là à lui attribuer des choses qu'il n'a pas forcément faites, il a été dans une posture où désormais il a compris qu'on ne pouvait plus continuer dans cette logique-là. Mais ceux qui ont travaillé pour la levée des sanctions, on les connaît, on ne va pas les nommer. Ce que j'ai envie de dire, pour revenir sur la CEDEAO, effectivement, vous faites bien de le relever. Il a eu plus de zèle que tout le monde. On a cru à un moment donné qu'il s'est pris pour le président de cette partie de l'Afrique, et c'était lui qui promettait qu'on va faire ceci, il faut dégommer tout le monde, on ne peut pas le laisser. Et pour un chef d'État, en réalité, ça ne se fait pas. Et ça montrait en réalité qu'il y avait un manque de recul de sa part, et on a eu le sentiment à un moment donné qu'il était totalement téléguidé. Parce que comme vous le savez très bien, ce qui s'est passé dans la sous-région... Patrice Talon n'est pas quelqu'un qu'on télécommande en réalité quand on connaît le personnage. Non, enfin, je veux dire qu'il y a la connaissance du personnage, il y a la réalité du terrain. C'est pour ça que j'ai dit, on peut avoir eu cette impression. Parce qu'on avait l'impression qu'il se battait pour que ses positions arrangent une certaine opinion. Et c'est ça le problème en réalité quand on est chef d'État. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que parce qu'on a fait des infrastructures, ça suffit. La réalité, c'est que le Bénin aujourd'hui a tellement régressé. Le Bénin, comme vous le savez, vous êtes originaire de ce pays, était pris comme un exemple, notamment en matière de respect des droits de l'homme, en matière de liberté. Mais aujourd'hui, le sentiment que j'ai quand je rencontre certains Béninois ou quand j'étais au Bénin il y a quelques années, c'est qu'il y a une sorte de sclérose. C'est comme si s'est installé un climat de peur, où on a peur de parler, et vous avez très bien fait de relever ce qui se passe avec les médias, et ce n'est pas la conception qu'on avait ou qu'on attendait du Bénin. Vous aviez à un moment donné 2 pays, on parlait du Sénégal, on parlait beaucoup du Bénin, parce qu'on avait vu ça. Mais aujourd'hui, on est très loin de là, parce que vous pouvez faire des routes. C'est bien, vous pouvez faire des infrastructures, mais pour que qui y vivent, si les Béninois ne peuvent pas être libres, justement, d'aller et de venir, à quoi vont servir les routes? C'est ça le problème de fond aujourd'hui. Et c'est pour cela que si vous faites ces routes et que vous ne faites pas ce qui est essentiel, à savoir mettre un cadre propice à, justement, un fonctionnement harmonieux, après vous, les routes peuvent être détruites. Bien sûr. Mais pour le coup, c'est le ressenti de la population, c'est-à-dire ce qu'il décrit. Tout à l'heure, il a parlé de la croissance. Vous avez parlé de la croissance dans un premier temps. Ouais. Ensuite, il a repris la croissance, mais en disant que ça ne profitait pas donc, aux Béninois. Et ensuite, oui, des routes, des infrastructures sont là, c'est très bien. Mais est-ce que
vous constatez ce mécontentement de la population béninoise? Sur le plan des libertés, la plupart des Béninois sont d'accord que la peur de parler, de s'exprimer est réelle. Personne ne peut dénier cela, personne ne peut nier plutôt cela. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais tout le monde est également d'accord qu'il y a eu des progrès, qu'il y a eu des salaires qui ont été augmentés. Tout le monde est d'accord qu'il y a eu une lutte qui a été menée par rapport au patrimoine culturel du Bénin, aux œuvres d'art spoliées par le colon qui ont été, après lutte, ramenées au Bénin, et ce qui a fait la fierté nationale. Tout le monde est d'accord que, par exemple, le monument aux morts qui servait de point pour les cérémonies officielles où tous les chefs d'État depuis l'époque de la colonisation jusqu'à un passé récent, allaient sur ce site qu'on appelle le site de Plakodji pour rendre hommage aux morts du Bénin, alors que c'est un monument qui a été érigé par le colon à la gloire des morts de la France. Aujourd'hui, Patrice Talon a dit on ne peut pas continuer. C'est pourquoi le procès du panafricanisme qu'on fait à Patrice Talon, pour ma part, ce n'est pas un procès qui devrait être fait. C'est pas justifié pour vous. C'est pas justifié parce que parmi les chefs d'État de la francophonie, c'est pour ma part celui qui s'est montré beaucoup plus panafricain. On peut me contredire, on peut en discuter, mais quelqu'un qui s'est battu pour que les œuvres d'art du Bénin, du Dahomey qui était dans les musées français reviennent en Afrique, quelqu'un qui a été capable d'osser le ton sur un ambassadeur de l'Union européenne, de le faire chasser du Bénin, il n'y a pas plusieurs présidents qui sont capables de le faire en Afrique. Forcément, ça vous fait sursauter ce qu'il dit. Non, pas forcément sursauter. Vous savez, la politique est aussi faite de symboles. Si un dirigeant, ils sont très forts là-dessus, pose des actes symboliques qui peuvent avoir une connotation qui donne un sentiment que Patrice Talon serait un panafricaniste, soit, je le lui concède. Mais je veux dire, le panafricanisme, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas quelque chose qu'on agite comme ça. Un panafricaniste ne se lève pas et pense qu'il faut aller bombarder ses voisins pour établir un dirigeant. C'est pas ça l'attitude du panafricain. Pas bombarder ses voisins. Patrice Talon était le premier va-t-en-guerre. C'est pas faire la guerre au Niger. C'était faire la guerre à qui? Le discours qu'on tient, c'est que Patrice Talon ou la CEDEAO se levait pour faire la guerre au Niger. Il voulait faire la guerre à qui? Non, c'était la guerre à qui? C'est plutôt aller rétablir l'ordre constitutionnel puisque en faisant quoi? Ceux qu'ils allaient bombarder, ce n'étaient pas des Nigériens. Les militaires qui ont pris le pouvoir. Les militaires, ce ne sont pas des Nigériens. C'est pas au peuple, c'est pas au peuple nigérien. Mais est-ce que les militaires ne font pas partie du peuple? Pour vous, il y a une plus différence? Sérieusement, non, il n'y a pas de différence. Oui, il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on dit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être dirigeant d'un pays et vous permettre ce genre d'excès. Parce que, comme je dis, le même Patrice Talon, on aurait aimé l'entendre quand il y a eu des révisions constitutionnelles qui ont fait plus de morts que des coups d'État militaires. On aurait aimé voir le même zèle. On aurait aimé voir la même détermination. Et je veux dire, le panafricanisme, ce n'est pas parce que vous vous mettez sur un plateau ou que vous faites un discours pour dire ça n'a rien à voir. C'est qu'est-ce que vous faites pour construire justement cette véritable intégration. Moi, j'aurais aimé que vous nous dites sur ce plateau que Patrice Talon s'est peut-être rendu compte qu'il faisait fausse route et qu'aujourd'hui, il a très bien compris que les peuples du Niger, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Mali sont des frères qui sont condamnés à vivre ensemble. Et il le rappelle énormément, notamment ces derniers temps. Oui, je veux dire, c'est bien. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. Parce qu'il faut qu'on arrête de prendre la CEDEAO en otage. C'est un instrument que certains dirigeants ont pris en otage et on s'est retrouvé là face à un syndicat de chefs d'État. La démarche n'était pas d'aider le peuple du Niger. La démarche, c'était comment faire pour rétablir un membre du syndicat aux affaires. Aujourd'hui, il faut le relever pour le décrier pour que ça n'arrive plus en réalité. Il ne faut pas oublier que Patrice Talon fait partie également des chefs d'État de la sous-région qui ont toujours dit il faut qu'on respecte les tests qu'on s'est donnés. Il a toujours Mais il ne peut pas le dire alors que la CEDEAO a sanctionné le Mali, le Niger en violation de tous les textes de la CEDEAO. Donc il ne peut pas dire qu'on respecte les textes quand lui cautionne des sanctions qui ont été faites sur la base de la violation des textes. Aucune de ces sanctions n'était prévue par la CEDEAO. On est allé jusqu'à
bloquer des pays sans territoire, des pays enclavés. C'est quand même des choses tellement graves. Donc moi, c'est pour ça que j'ai du mal à entendre le discours que vous voulez tenir. Si vous venez me dire que Patrice Talon a fait amende honorable et s'est rendu compte qu'il était totalement à côté de la plaque, on peut discuter. C'est une erreur qui a été faite sur le plan des sanctions. Ça, tout le monde est d'accord. Donc c'est une erreur qui a été corrigée selon vous? Quand on met une erreur, pour la corriger, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps parce que les dommages ont été causés. Énorme. Et ça continue. Énorme. Et ça continue aujourd'hui avec les tensions, notamment avec le Niger. Avec le Niger, on va en parler dans un instant. Parce que les dirigeants nigériens du moment se sont raidis en quelque sorte. Oui, mais cette raideur que vous soulevez peut se comprendre. On est arrivé à un niveau de crise de confiance. Quand vous avez un voisin qui a, à un moment donné, pensé qu'on pouvait vous attaquer militairement, dont le pays a été cité comme étant une potentielle base arrière de ceux qui devaient venir vous attaquer, avec qui vous partagez des frontières, il est évident que le jour où il vous dit « bon, ça va, j'ai compris que ce n'était pas bon », vous restez méfiant. Est-ce qu'on crible un peuple? Est-ce qu'on ferme des frontières? Est-ce qu'on empêche la circulation des biens et des personnes juste à cause de suspicion? Mais moi, enfin, le raisonnement... Juste parce qu'on soupçonne et qu'on n'a pas forcément des preuves tangibles. Vos raisonnements m'étonnent fortement. C'est pas le Niger qui a fermé les frontières à premier. C'est pas le Niger qui a décidé de bloquer tout le monde. Le Niger n'a que réagi. C'est de la réciprocité. C'est pas le Niger qui a commencé avec cette histoire de bloquer. Vous savez que les sanctions du Niger ont été pires que celles du Mali, où les gens n'arrivaient même pas à avoir des médicaments, où les gens n'arrivaient pas à avoir la moindre des choses. N'oubliez pas que Patrice Talon a ouvert un couloir humanitaire pour que les médicaments et des vivres puissent passer pour aller au Niger. En tout cas, on constate, on va essayer d'avancer. N'oublions pas ce détail aussi. Je veux dire, quand vous savez, et je termine là-dessus, quand Patrice Talon, président du Bénin, sait l'importance de la passerelle entre le Bénin et le Niger, et qu'il se met en complicité avec d'autres dirigeants pour faire ce qui a été fait, je pense que la meilleure attitude aujourd'hui, ce n'est pas de chercher des justifications, c'est de reconnaître que je me suis lourdement trompé et de donner davantage des gages pour dire ça ne reviendra plus. Mais la confiance, une fois qu'on l'a brisée, elle ne se reconstruit pas aussi facilement. Donc la méfiance peut se comprendre parce que mettez-vous à la place du dirigeant du Niger aujourd'hui. Pourquoi il ne doit pas être méfiant? Est-ce que ce n'est pas une ruse? Est-ce que ce repli, ce revirement à 180 ou à 380 degrés n'est pas simplement une ruse pour les fragiliser? D'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, on continue à travailler pour la déstabilisation de l'AES. Donc, restons lucides dans ce cas de figure. Et nous sommes dans une configuration qui exige de la méfiance. Et je pense que cette méfiance-là, on ne peut pas continuer à ouvrir la voie et demande à ce que l'AES, que le Niger, par exemple, envoie des émissaires au Bénin pour explorer le territoire béninois, pour voir s'il y a des bases militaires françaises. Et ça, personne n'a réussi à prouver cela jusqu'à présent. En tout cas, la crispation entre le Niger et malheureusement et le Bénin perdure, continue. Moi, je vous propose de regarder donc un magnéto et puis on revient. Après une enquête de la police béninoise, 3 des 5 Nigériens arrêtés sur le site pétrolier de Wapco Bénin ont finalement été déférés en prison par le procureur spécial de la Cour de Cotonou. Ces citoyens nigériens sont accusés de s'être introduits frauduleusement sur la plateforme de l'éologique de Sémépodi au Bénin, comme pour dissimuler un projet séditieux. Après une semaine de garde à vue, le procureur spécial a ainsi notifié à la directrice générale adjointe de Wapco Niger et 2 de ses compatriotes qu'ils seront poursuivis devant les juridictions nationales. La directrice générale adjointe de Wapco Niger et 2 de ses compatriotes sont notamment accusés d'avoir présenté de faux badges pour s'introduire sur la plateforme pétrolière de Sémépodi. Les 2 autres citoyens nigériens impliqués dans le même dossier ont été relâchés pour faits non établis. Ceux-là peuvent retourner librement dans leur pays, le Niger. Le procès des personnes interpellées a été programmé pour le lundi 17 juin prochain. Depuis le début de cette affaire, les autorités militaires de Niamey ont décidé
de suspendre l'acheminement du pétrole dans le pipeline Benin-Niger jusqu'à l'obtention de la libération définitive de ses ressortissants. Alors oui, 3 Nigériens ont été arrêtés récemment. Ils ont été condamnés à de la prison avec sursis. Et donc, ils ont été aussitôt libérés. Alors ça va forcément encore crisper les relations entre le Niger et le Bénin. Et ça ne va plus parce qu'on constate que quand même que le président Talon a tenté, en tout cas, un apaisement, a tenté de rappeler que ce sont des pays frères, a tenté de faire en sorte que finalement les relations fraternelles renaissent entre ces deux pays-là. Mais non, le Niger ne répond toujours pas. Alors, l'arrestation de ces Nigériens est survenue à ses mains alors qu'ils se sont introduits pour les autorités béninoises de manière frauduleuse sur le site de chargement du pétrole de WAPCO du Niger, qui est géré par la société chinoise WAPCO. Ce qui leur reprochait, c'est d'avoir fait usage de faux badges. Les faits ont été requalifiés. J'oublie un tout petit peu le terme juridique qui a été utilisé par le juge. Mais ce que je remarque dans ce procès, c'est les propos du procureur, non seulement du procureur général du Bénin, les propos de l'avocat nigérien, des accusés qui appellent tous les deux à un apaisement et qui disent que les deux peuples sont frères. Vous savez, Patrice Talon, depuis cette crise, a fait plusieurs sorties pour tenter d'apaiser, mais est-ce qu'il pour tenter de calmer le jeu. J'entends bien, on l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises, mais est-ce que clairement il ne manque pas des excuses officielles, à savoir on n'aurait jamais dû ne serait-ce que penser à une opération militaire. Sur le plan diplomatique, ne demandez pas à un chef d'État mais est-ce que c'est ce qui fait que ça n'avance pas entre le Niger et le Bénin nous sommes trompés. On est d'accord, c'est ça qui fait que il a même sorti cette phrase. Nous sommes peut-être trompés, nous sommes peut-être allés trop loin dans les sanctions. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas? Parce qu'on a des militaires en face qui sont méfiants, voilà, pas forcément méfiants. Je pense qu'ils sont en train de surfer sur... ils cherchent un bouc émissaire pour pouvoir entretenir leur popularité. Et le fonds de commerce qui marche aujourd'hui dans la sous-région, c'est l'anti-France. Et même trouver des pays amis ou des pays frères sur le continent sur qui on peut jeter l'opprobre et dire toutes les accusations qu'on veut, juste pour se maintenir au pouvoir. Donc pour vous, c'est injustifié, c'est calculer le fait de ne pas répondre positivement aux demandes d'apaisement. Vous en pensez quoi? Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il y a une démarche de méfiance. Et une démarche de méfiance qui est compréhensible. Si quelqu'un a essayé de vous assassiner, il ne suffit pas qu'il dise « j'aurais peut-être pas dû, peut-être que je suis allé trop loin » pour que vous acceptiez de passer la nuit avec lui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une attitude de méfiance, et une attitude de méfiance qui est légitime. À son temps, je pense que le président Talon a fait preuve d'un excès de zèle. Il est allé trop loin, justement, et c'est normal que quand il fait ce rétropédalage, que les gens disent attention, il faut peut-être prendre le temps de regarder et de voir. Et l'affaire au niveau de la justice du Bénin... souffre, hein? Oui, mais la population a plus souffert pendant les sanctions. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Ce n'est pas aujourd'hui que le peuple du Niger souffre. Le Niger n'a jamais traversé un moment aussi difficile que pendant les sanctions. Vous avez certainement des gens là-bas. C'était tout simplement inhumain ce qu'on a imposé à ce pays. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas être pire que ce qu'ils ont vécu pendant plus d'1 an. Cela étant dit, ce qui se passe aujourd'hui au niveau juridique avec l'arrestation de ces Nigériens, c'est toujours le prolongement de la bataille politique. Comme vous le savez, le Niger et le Bénin sont interdépendants sur un certain nombre de dossiers. Mais quand il y a ce niveau de crise de confiance, chacun essaye
effectivement de tirer la couverture de son côté et essayer de voir comment est-ce que je fais pour ne plus me retrouver dans cette situation-là. Je pense qu'il va avoir un travail de fond à faire pour réconcilier les dirigeants. Parce que pour moi, les peuples n'ont véritablement pas de problème. Le problème, c'est au niveau des dirigeants qui ont des agendas politiques, qui ont des agendas cachés qu'on ne connaît pas toujours. Donc, ça va être difficile et il va falloir qu'il y ait un travail très fort. Il va falloir effectivement qu'il y ait un travail de médiation ou que certains chefs d'État apportent leurs bons offices pour essayer de rétablir une certaine sérénité. Mais à l'état actuel, c'est très tôt. Et je crois que la position qu'on peut qualifier de radicale des autorités du Niger peut se comprendre et peut justement se justifier dans ce cadre-là. Donc moi, j'aimerais relever ça pour le dire, parce que les dirigeants africains ont cette faiblesse de ne pas avoir de la mémoire. Il faut bien se dire, quand on est allé jusqu'à ce niveau, qu'est-ce que cela a pu avoir comme impact sur la population du Niger, dans le mindset? Et pour le coup, je continue sur les populations, parce que là, on a parlé des dirigeants qui ne s'entendent pas, on est d'accord. Mais qu'en est-il des populations qui souffrent aujourd'hui? Et comment on dit, vous dites que les Nigériens souffrent aujourd'hui, les Béninois souffrent également. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de reportages qui expliquent que c'est compliqué, qu'ils sont pour la réouverture des frontières, parce que ça ne va plus, le pouvoir d'achat a baissé. Des deux côtés, je pense que les deux populations appellent de leur vœu l'ouverture des frontières. Quand vous parlez avec les transporteurs qui sont obligés de faire un long détour pour aller au port du Togo et faire les transits par ce port, ils vous diront ça nous coûte très cher. Si quand nous passions par le Bénin, cela nous revenait peut-être 2 fois moins cher, mais aujourd'hui 2 fois plus cher. Donc, cela se répercute sur le pouvoir d'achat de la population qui doit acheter les choses plus chères. Mais est-ce qu'on peut, jusqu'à ce point, être insensible à la souffrance d'une population? C'est la question qu'il faut se poser. Emric, lui, il a envie de me faire sauter sur ma chaise. Vous avez sursauté aujourd'hui. L'insensibilité face à la population ne démarre pas aujourd'hui. Emric, on ne le découvre pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que pendant les censures. Je suis en train de vous expliquer que pendant 1 an, au Niger, il n'y avait rien. Tout était bloqué. Même par avion, pour y arriver, c'était compliqué. Pas par la volonté des Nigériens. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé des voies de contournement. C'est pour ça qu'ils ne sont plus très pressés pour ouvrir la frontière. Je vous ai pris un exemple tous les jours. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans une situation où il est dos au mur et vous pensez que le jour où vous aurez changé d'humeur, il doit vous suivre immédiatement. C'est aussi simple que ça. La porosité des frontières est quelque chose de très dangereux. Je ne vous raconte pas la fureur qu'on subit dans la sous-région avec notamment le terrorisme. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, moi, de ma posture d'analyste, si j'étais en position de conseiller des autorités du Niger, je leur conseillerais davantage de méfiance. Donc de continuer la fermeture des frontières, d'attendre, de réfléchir. Il faut avoir un minimum de gages. Je pense que les autorités du Niger ne sont pas dupes. Ils savent ce que ça coûte de garder cette frontière fermée. Et je pense qu'ils essayent d'analyser effectivement les conséquences pour avoir une ouverture précipitée face à la situation actuelle. Il faut avoir un certain nombre de gages, et j'ai parlé tout à l'heure d'un minimum de sérénité, pour pouvoir rouvrir ces frontières, parce que n'oubliez pas qu'on est dans une zone extrêmement dangereuse. Vous pouvez le comprendre, ça, pour le coup, finalement? Donc, on peut justifier, finalement. C'est une méfiance qui ne se justifie pas. Pour vous, toujours pas. C'est une méfiance qui ne se justifie pas. Pendant que les frontières, la Suède a ordonné la fermeture des frontières. Est-ce que vous savez que au niveau des frontières du Bénin avec le Niger, il y avait des marchandises qui circulaient. Oui. Et que la douane fermait les yeux exprès. Non, pas exprès. Il y a, comme dans toute interdiction, cela entraîne des dérives. Il y a forcément de la contrebande qui s'organise, il y a de la corruption qui s'installe, il y a effectivement un certain nombre de choses qui ont pu se passer. Mais on n'a pas besoin d'en arriver là. Ce n'est pas les circulations qui étaient inconnues des autorités béninoises. Mais parce qu'on sait que de l'autre côté, il y a des frais, ce sont des frais, c'est les mêmes populations qui partagent la même culture. On ne peut pas les affamer. Il faut laisser l'oignon passer. Il faut laisser le céréal passer. Mais on les a affamés. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne les a pas affamés. Parce que quand vous faites quelque chose à dose homéopathique, en ayant peur des représailles et tout, c'est pas pareil. Les Nigérians se sont retrouvés
privé de tout. Vous avez vu comment de manière exponentielle le coût de la vie a augmenté en un temps record parce que trouver du riz, trouver des produits de première nécessité était devenu un luxe. Qui a demandé qu'on ouvre le corridor pour que les médicaments passent et aillent vers le Niger. Si ce n'est pas voilà, le Bénin. En tout cas, c'est la fin de la première partie. On revient dans un instant pour la deuxième partie. Donc, on rappelle le thème autoritarisme et fermeté. Quelle voie pour Patrice Talon? De retour sur le plateau de Vox Live avec nos deux invités. Nous avons avec nous Jules Domché, donc chroniqueur exceptionnel sur le plateau de Vox Live. Et nous avons bien sûr le journaliste Émeric Tohenenou. Désolé pour la prononciation, je vais m'entraîner rapidement. Alors, on est là pour parler donc du Bénin, le Bénin sous haute tension. On parle aussi, bien sûr, du président béninois qui fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de paroles ici sur le plateau de Vox Live. Alors, on continue. Je rappelle le thème autoritarisme et fermeté. Quelle voie pour Patrice Talon? Alors, autoritarisme pour certains, je dirais, et fermeté pour d'autres, je suppose. Alors, sur ce volet, je dirais, ouais, c'est vrai, Patrice Talon n'est pas forcément le grand démocrate qu'on attendait. Ce n'est pas forcément... On attendait, c'est-à-dire qu'il avait peut-être promis des choses. Il a promis des choses. Il a promis des choses sur le plan. Il a promis plus de liberté. Finalement, on l'a pas. On est toujours on attend toujours, je vais dire. Mais j'ai analysé la chose d'une certaine manière. Patrice Talon, c'est un fin stratège et quelqu'un qui ne veut pas perdre du temps. La preuve, il avait dit, je ferai un mandat et il avait voulu qu'on intègre dans la Constitution un mandat de 7 ans. Un mandat unique de 7 ans parce qu'il se disait qu'il devrait aller très vite et que le pays était beaucoup en retard. Quand tu connais l'environnement sociopolitique du Bénin, tu sais qu'il y a beaucoup de débats qui se mènent sur des sujets sur lesquels on pourrait gagner du temps. D'abord, quand Patrice Talon a introduit la nouvelle constitution et il s'attendait à ce que cette constitution soit votée, des députés lui ont fait la promesse de voter haut les mains cette nouvelle constitution et finalement, il a essuyé un refus qui a été en quelque sorte une gifle gigantesque pour lui. Et depuis ce jour, on a constaté que l'homme a changé sa manière de faire. L'homme est devenu en quelque sorte un politicien fin, capable d'user de stratèges pour pouvoir imposer sa volonté, ses règles. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ce qui nous fait dire qu'il est passé du côté de l'autoritarisme. C'est ce qu'on déplore aujourd'hui? C'est ce qu'on déplore, ouais. Sur le tableau du Bénin, c'est ce qu'on déplore surtout. Très bien. Autoritarisme, fermeté? Non, ça ne peut pas être de la fermeté. On dit de vous que vous êtes ferme quand effectivement vous appliquez un certain sérieux à faire des choses de manière correcte. On dit de vous que vous êtes autoritaire quand vous outrepassez vos pouvoirs ou quand vous instrumentalisez le pouvoir pour vos intérêts personnels. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer au Bénin. Je pense que... Intérêt personnel, pas forcément. Non, c'est très personnel. On ne peut pas faire l'économie de la discussion sur les prisonniers politiques au Bénin aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, si on ne prend que le cas de Dame Rekia Madougou, qui est en prison aujourd'hui, et on se demande comment on en arrive là. Et le président Talon, malgré toutes les pressions à la fois internationales et même internes, reste ferme sur sa position et on ne peut pas l'expliquer. Parce que s'il faut revenir sur le cas de Rekia Madougou, qui est un cas quand même assez particulier, c'est qu'on se retrouve dans une affaire où on a l'un des juges de la Criette, qui est aujourd'hui en exil, qui a clairement avoué à Mondovision qu'il a subi des pressions. Le dossier était vide, mais on nous a dit « mettez-la en détention ». C'est pas tout. Comme vous le savez, ces conseils sont allés jusqu'au niveau des Nations Unies, avec le groupe de travail des Nations Unies, qui a rendu une décision que le Bénin aujourd'hui refuse d'exécuter, en disant clairement qu'il n'y a rien, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et le groupe est même allé plus loin en disant qu'il faut ouvrir une enquête
pour expliquer comment on est arrivé à cette condamnation-là. Ce qu'il faut relever, c'est qu'au niveau du groupe de travail des Nations Unies, l'État béninois était là. Donc c'était quelque chose qui s'est passé quand même de manière contradictoire et n'a pas pu apporter les éléments pour justifier cette décision de justice. Et je ne veux pas citer les autres prisonniers politiques. Quand on arrive à ce niveau de dérive, pour moi, il y a quand même un problème grave. On ne peut pas dire que ce n'est pas pour des intérêts personnels. Et comme vous le savez, ces arrestations ont survenu comme par hasard à la veille des élections présidentielles. Et comme l'a dit Aymeric, Talon avait annoncé à tout le monde, je l'ai dit au début de mes propos, sans que personne ne l'y oblige, qu'il devait faire un mandat. Après, il nous a encore expliqué pourquoi il était contraint de faire le deuxième mandat, parce qu'il y avait des travaux qui étaient enclenchés, qu'il fallait qu'il termine. C'est le même argumentaire que les champions du troisième mandat font à chaque fois. Parlons du troisième mandat éventuellement. Est-ce qu'aujourd'hui on pense qu'on ira vers un troisième mandat, sachant qu'il a clairement dit, et il a insisté dessus, qu'il n'y aura pas de troisième mandat encore tout récemment? Je veux rebondir juste brièvement sur le cas Ricky Amadougou. Ça, c'est une affaire de justice. Non, c'est pas une affaire de justice. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Une affaire de justice, c'est une affaire de justice. C'est pas une affaire de justice, cher ami. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une affaire de justice quand l'un des juges en charge du dossier à la criette je ne fais pas foi forcément. Vous pouvez choisir de ne pas faire foi. Je ne fais pas foi. Vous estimez aussi que le groupe de travail des Nations Unies est en complicité avec Dame Rekia et ses avocats? Je n'ai pas connaissance des travaux du groupe c'est quelque chose de travail. C'est connu de tous. Comment vous pouvez pas me dire que vous êtes béninois et journaliste et ne pas avoir connaissance de cette décision du groupe de travail des Nations Unies qui a été rendue, je pense, depuis 2022, si je ne m'abuse, et que le gouvernement Talon a décidé totalement d'ignorer. Et je dis encore une fois, vous ne pouvez pas, parce que vous avez des problèmes avec des individus, décider d'emprisonner des gens sur la base de rien du tout. Le groupe de travail a clairement dit. Et je pense que s'il y a une organisation à qui on peut accorder un minimum de crédit... Il y a eu des preuves qui ont été brandies devant la justice de part et d'autre. Et on ne peut pas négliger ces preuves qui ont été brandies. Cher ami, le groupe de travail des Nations Unies a demandé à l'État du Bénin, venez avec vos preuves. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais ils n'ont rien pu fournir. C'est ça, le groupe de travail rend sa décision de manière contradictoire. C'est pas comme si c'est les avocats des Rekia qui sont allés au niveau... Elle est libre. On est totalement d'accord. Elle est libre, elle n'a pas d'ordre à recevoir d'une institution extérieure. C'est très drôle que vous le dites, parce que les Africains parlent de leur liberté et de leur souveraineté que quand ça les arrange. Le Bénin est membre de l'ONU ou pas? Le Bénin est membre de l'ONU. Quelqu'un a obligé le Bénin à être membre de l'ONU? Mais le Bénin n'est pas dirigé par l'ONU. Personne n'a dit que le Bénin était dirigé par l'ONU, mais quand vous ratifiez... Le Bénin a des institutions qu'il a mises en place. Aymeric, c'est vous qui disiez... pour justifier. Aymeric, c'est vous qui disiez tout à l'heure que le président Talon disait qu'il est friand du respect des règles et tout. Quand vous êtes un État, vous décidez d'adhérer à une organisation, vous ratifiez, vous vous soumettez. L'ONU est censée être au-dessus des autres pays parce que c'est le Conseil des Nations. Et comme vous le savez, dans l'ordonnancement juridique, les traités ratifiés sont au-dessus des lois internes. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc quand vous vous engagez sur la scène internationale, ça fait état voyou de contredire les décisions qui sont le fruit de votre engagement. Le Bénin peut décider aujourd'hui qu'il ne veut plus être membre de l'ONU. C'est ça aussi l'expression de sa souveraineté. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression aux téléspectateurs qu'il y a de l'ambiguïté sur le caractère politique de ces emprisonnements. Parce qu'au niveau judiciaire, le travail a été fait. On peut dire, oui, le juge qui a dit qu'il a eu des pressions, on peut estimer qu'il a été manipulé. Ce dossier a été traité par des experts juridiques des Nations Unies, avec l'État béninois, qui était chargé de venir dire, OK, contrairement à ce que vous entendez, contrairement à ce que disent des gens, voilà le dossier, nous n'avons pas inventé et tout, et ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Le groupe de travail, ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Le travail de l'ONU n'est pas un tribunal où le Bénin est obligé d'apporter des preuves d'une affaire qui... Ils n'ont pas voulu ou n'ont pas pu le faire, c'est deux choses différentes. Donc pour vous, ils n'ont pas voulu le faire. Pour vous... Possible qu'il n'ait pas voulu déposer tout ce qu'il y a comme preuve sur la table, puisque l'instruction est toujours en cours, l'affaire est toujours en cours. Bon, continuons. On reprend la parole, c'est-à-dire concernant donc, le troisième mandat. On l'a dit, Patrice Talon l'a dit ouvertement, il ne briguera pas un troisième mandat. Vous y croyez, vous? Moi, j'ai la faiblesse de vouloir le croire, parce que je vais dire
il va pas quand même aller, il va pas, je veux dire, à un moment donné. Je serais tenté, si je voulais faire dans la facilité, de dire, bon, il a déjà menti une fois, pourquoi il ne mentirait pas cette fois-ci? Mais j'ai la faiblesse de penser, parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est même quelqu'un de très brillant, parce que pour construire ce qu'il a construit en tant que capitaine d'industrie, il faut avoir une certaine valeur. Donc je me dis, il n'ira pas, il n'osera pas, parce que je pense que là, ce serait quelque chose de totalement inacceptable. Je dis, vous pouvez vous tromper une fois, la deuxième fois, ce sera plus de l'erreur. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il ne fera pas un troisième mandat, qu'il n'essayera pas. Moi, je ne sais pas ce qu'Aymeric en pense, mais moi, c'est mon Je pense avis. que vous êtes d'accord avec lui sur le fait qu'il n'ira pas sur un troisième mandat, Totalement mais pas sur les mêmes arguments, c'est ça? Totalement d'accord. Vous savez, Patrice Talon, moi j'ai eu des discussions avec des proches de Patrice Talon avant qu'il ne vienne au pouvoir. Donc avant 2016. Avant 2016. D'accord. Et je vous paraphrase ce que j'ai entendu. L'homme avec qui je discutais m'a dit, Aymeric, écoute, Patrice Talon nous a dit, je suis déjà riche, je n'ai pas besoin de m'enrichir. Tout ce que je cherche, je veux rentrer dans l'histoire. Je veux que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on regarde le Bénin et qu'on se souvienne de Patrice Talon. Je ne vois pas un homme qui a cette philosophie. Je ne le vois pas décevoir, et quelqu'un qui plus est a critiqué à plusieurs reprises d'autres chefs d'État qui ont tenté de briguer un troisième mandat. Je ne le vois pas aller ou jouer à ce jeu-là. Je le Donc vois pour pas vous, c'est du quelqu'un qui souhaite marquer, donc le président Talon souhaite marquer l'histoire du Bénin et de l'Afrique. Et vous considérez qu'il l'a marqué déjà? Il est en train de décrire décrire les pages marqué, oui, ça, c'est sûr. positivement, mais il y a aussi des points négatifs qu'on a relevés ici. Ce n'est pas un saint, ce n'est pas quelqu'un à qui, moi personnellement, je donne un blanc-seing. C'est quelqu'un qui a ses défauts, c'est quelqu'un qui sur le plan de la démocratie, n'est pas alloué vous l'avez dit, forcément. il souhaite marquer. Est-ce que vous considérez que dans 20 ans, 50 ans, finalement, il a regardé la personne dans les yeux en disant, oui, je veux marquer mon temps et je veux Que Dieu nous prête vie, qu'on parle de moi dans 50 ans, dans 100 ans. Est-ce que vous pensez que ça sera le cas? Que Dieu nous prête vie, on jugera. Pour le moment, on 8 ans, voit des actions, 8 on ans voit au des pouvoir, choses. déjà, en principe, vous pouvez avoir une idée. Il ne lui reste que 2 ans. Vous en pensez quoi? Non, on peut marquer l'histoire de deux manières. Oui, bien sûr. Ce qui est sûr, il aura marqué l'histoire du Bénin à sa manière, à la Talon, j'en dirais pas plus. Beaucoup l'applaudissent aujourd'hui, en tout cas. Bon, après, je ne sais pas quelle est votre unité de mesure, mais on verra. Beaucoup l'applaudissent. Beaucoup, quand vous dites beaucoup... Il y a aussi une frange de la population qui n'est pas forcément d'accord avec lui. Oui, mais comment on mesure cette frange-là? Si on ne peut pas avoir un cadre électoral qui permette d'avoir une véritable expression. D'ici peu, on ira aux si on élections. décide de mettre ses Mais adversaires vous politiques en considérez que prison, le peuple est plutôt favorable comment on arrive? aux actions, à ce qu'a mené Patrice Talon en tant que Béninois? Je n'ai pas fait de sondage. Si je lis les commentaires sur les réseaux sociaux, ça. je vois une bonne frange de la population qui soutient Non, quand même Aymeric, Patrice Talon. on Je peut vois pas- également une frange qui n'est pas forcément d'accord avec les actions de Patrice Talon. Pour le moment, on n'a pas, il n'y a pas d'institution de sondage qui ait fait un travail scientifique à ce propos. Je me réserve de donner des proportions de soutien ou d'opposants de Talon. Oui, Réaction, forcément. non. Je pense que c'est la démarche qui est lucide. Il faut savoir effectivement que, quel que soit, je vais dire, les reproches qu'on peut faire à un dirigeant, il a toujours ses soutiens. Parce que les soutiens à un dirigeant ne sont pas toujours le fruit d'une certaine rationalité. Il faut bien l'intégrer. On ne peut pas penser aujourd'hui que Talon n'a pas de soutien au sein de la population béninoise. Maintenant, la question, effectivement, c'est comment on détermine les proportions. Généralement, ce qui se passe, c'est que dans le système qui est en vogue aujourd'hui, on dit on va aller au suffrage universel pour que le peuple s'exprime. Le seul problème, c'est que ce qui se passe dans la plupart de nos États, c'est tout sauf des élections. Donc, généralement, on n'a pas la certitude que c'est réellement la volonté du peuple qui s'est exprimée. Mais moi, je me méfie toujours des gens qui ont besoin de mettre hors d'état de nuire leurs adversaires politiques. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ils n'ont pas l'adhésion forcément qu'ils prétendent avoir. Parce que si vous êtes sûr que vous avez le peuple ou la majorité avec vous, il y a un certain nombre d'excès
dont vous n'avez pas besoin de vous encombrer. Donc, c'est à ce niveau-là que je peux situer mon analyse. Mais comme il ne sera pas candidat, comme il a dit, on verra. Il désignera forcément quelqu'un. On verra à travers ce par procuration. Il n'est pas candidat, mais quelqu'un le représentera, je pense. Il choisira un dauphin, ça c'est sûr. Rendez-vous en 2026, on va dire ça tout simplement. Alors, revenons sur la scène internationale pour conclure cette émission. Alors, le Bénin au sein de la CEDEAO, comment se positionne-t-elle? On a l'impression quand même que c'est un pays qui est considéré comme fort et qui tient fortement donc à la CEDEAO. Et comment se passent ces relations, notamment avec le Togo? Parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait des petites tensions aussi avec le Togo, et puis avec les pays de l'AES aussi, donc le Mali, le Burkina Faso, qui sont forcément avec le Niger. Comment ça se passe finalement pour un pays d'Afrique de l'Ouest? Alors, le Bénin, dans la CEDEAO aujourd'hui, est un pays respecté. La voix du Bénin est écoutée. C'est ce qui a d'ailleurs faire en sorte que les projecteurs étaient sur le Bénin dans la crise avec le Niger. Si le Bénin n'était pas considéré, on l'aurait pas vu en première ligne dans ce débat-là. Mais au-delà, il y a quand même quelques coups de froid, on va dire, avec le Togo, vous l'avez relevé. C'est une petite guéguerre qui date de quelques années. Il faut faire attention, parce que le Niger, le Togo, les autres pays, ça fait quand même un peu beaucoup, quand même. On est entouré de... Vous savez, les querelles de dirigeants ne font pas les querelles de population. Ah, c'est autre chose, effectivement. Nous avons considéré... nous l'avons vu et nous l'observons. Nous observons que nos dirigeants forcément ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a le Togo qui fait ses manœuvres pour pouvoir en quelque sorte positionner son port au-dessus du port de Cotonou, et c'est là qu'est aujourd'hui la petite discorde entre le Bénin et le Togo. Donc je crois quand même que le Niger a fait délibérément, c'est-à-dire qu'il n'avait plus le choix d'utiliser le Bénin, donc il a décidé de passer par le Togo. Non, le Niger a toujours le choix. La période des sanctions, le Niger ne pouvait pas passer forcément par Cotonou, et ils ont à juste titre trouvé l'occasion du port de Lomé. Mais aujourd'hui que les choses sont en train de se normaliser, il serait bien que le Niger revienne et voilà, c'est le port le plus économique pour le Niger. Relations internationales, le Bénin, où en sommes-nous? Oui, moi je pense que le président Talon a eu une diplomatie catastrophique, n'ayant pas peur des mots. Je pense que son revirement aujourd'hui veut dire qu'il a eu un moment de lucidité et il s'est rendu compte effectivement que le chemin n'était pas le bon. L'intégration ne doit pas être aérienne. Ce qu'on intègre, ce sont les peuples, ce n'est pas les dirigeants. Je pense que aujourd'hui, même ceux des dirigeants qui sont restés au sein de la CEDEAO, s'ils ont une once de lucidité, ils doivent pouvoir se parler et se rendre compte que la manière dont était conduite cette institution devrait l'amener inéluctablement à sa chute. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez vu arriver à la tête de certains États africains des gens qui n'étaient pas préparés pour la fonction, qui ne sont pas issus d'un certain moule. Ils ont permis, avec leur maladresse, avec leur euphorie, de taper un bon coup de pied dans la fourmilière. Et on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se traduire à travers ces tensions sous-régionales, c'est la nécessité de repenser nos institutions sous-régionales, nos institutions d'intégration. Cette fois-ci, pour que les institutions ne soient plus au service des individus ou au service des dirigeants, mais au service du peuple. C'est ce qui s'est passé avec la CEDEAO. Tout le monde était choqué de se rendre compte du zèle de la CEDEAO face au coup d'État militaire, quand cette même CEDEAO est restée silencieuse quasiment, ou a adoubé des révisions constitutionnelles, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, qui ont été des révisions sanglantes. Les gens étaient abasourdis de savoir que la CEDEAO pouvait
lever une armée pour aller, soi-disant, rétablir l'ordre constitutionnel, alors que depuis des années, les pays membres de la CEDEAO font face à des groupes terroristes qui sèment la pagaille et la terreur sans que la CEDEAO n'ait pu bouger le moindre doigt. Je pense qu'aujourd'hui, il reste 2 ans au président Talon pour essayer de corriger toutes ces erreurs, notamment au niveau de sa politique extérieure, au niveau ne serait-ce que sous-régional. A-t-il des erreurs à corriger? Vous êtes d'accord avec les propos concernant? Pas forcément d'accord quand Jules parle de diplomatie catastrophique. Pas forcément d'accord. Je pense que Jules est un peu dans l'extrême en parlant ainsi. La diplomatie béninoise se porte bien. Il y a eu des erreurs sur le dossier des coups d'État au Niger. Mais il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, il fallait arrêter la saignée et lever le ton. La CEDEAO, je ne pense pas que la CEDEAO était vraiment dans l'optique d'aller déloger les putschistes. Mais après, c'est facile de dire ça. Je peux vous confirmer, c'était pas... Ils n'ont pas brandi. Il y a eu un travail qui a été fait. Je peux vous dire qu'il y a eu de la mobilisation. Cette mobilisation peut bien être une mobilisation de façade pour faire croire que le tigre sera sorti à un moment donné. On ne peut pas revenir sur ça quand même. C'est-à-dire qu'il y a des propos qui ont été tenus, qui ont été visés clairement. Donc on ne peut pas dire au Nigeria, mais vous avez cru que, alors qu'on n'allait rien faire. Non, c'est pas possible, on ne peut pas dire ça. Continuons, mais on ne peut pas dire ça. Alors... Aller déloger les putschistes ne veut pas dire attaquer le Niger. Il faut qu'on comprenne cela. Mais comment vous délogez les putschistes sans attaquer le Niger? Moi, je veux avoir l'équation. On est sur un plateau, essayons de schématiser. Expliquez-moi comment on aurait pu déloger les putschistes sans attaquer le Niger. C'était de la dissuasion. On n'est pas dans une discussion de stratégie militaire. Ce que vous voulez dire, c'était que c'était de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on a utilisé... C'était de la dissuasion. On savait que ça n'allait pas aller... Et tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour arrêter la saignée, pour qu'on n'ait plus de coups d'État sur le sol africain, notamment en CEDEAO. Et comment faut-il faire? Il faut véritablement hausser le temps à un moment donné. Mais hausser le ton ne change rien. Il faut hausser le ton. Vous savez qu'on a haussé le ton pour le Mali, ça n'a pas empêché le coup d'État au Burkina. On a haussé le ton au Burkina, ça n'a pas empêché au Niger. La stratégie, c'est pas d'hausser le ton. Si on veut arrêter avec les coups d'État, on sait clairement ce qu'il faut faire. Parce que vous parlez des coups d'État militaires, mais parlez des coups d'État constitutionnels. Parlez des coups d'État sociaux. Donc, et sur ça, c'est tous les coups d'État. Les coups d'État institutionnels, Talon en a parlé plusieurs fois. Voilà. Les dirigeants du Bénin en ont parlé plusieurs fois pour dire qu'il faut qu'on se fasse respecter en respectant d'abord nos textes. Voilà. Et je le disais en postant quelque chose sur LinkedIn la dernière fois, la CEDEAO a raté l'opportunité par la crise que le Togo a connue récemment de se faire respecter, de revenir en quelque sorte, de restaurer son image. La CEDEAO aurait pu prendre la parole et condamner en quelque sorte, ne serait-ce que par des mots, ce qui s'est passé au Togo il y a quelques semaines en arrière. Mais elle n'a rien dit et c'est comment on l'explique ça? Comment on l'explique aujourd'hui? Parce que à un certain moment, on est obligé de croire qu'on est en face peut-être d'un club de présidents, d'un syndicat de présidents qui se défendent entre eux. Je suis obligé de le reconnaître de le reconnaître et de conclure sur ces mots-là? Mais pas... Oui, pourquoi pas. Voilà, parce que nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup à vous, Émeric Toegnon. Excusez-moi pour l'accent, je reviendrai avec une meilleure accentuation. Et bien sûr, on remercie Jules Domché, donc chroniqueur de l'émission Vox Live. Merci à vous, les téléspectateurs. Aujourd'hui, on a parlé du Bénin, le Bénin sous haute tension, le Bénin... Où allons-nous? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous donner vos avis, et puis on essaiera de les lire ici sur Vox Live, car encore une fois, Vox Live, c'est votre émission. Allez, rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye.